Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du rapport aux médias et qui s'inscrit dans un projet collaboratif qui vous est brièvement expliqué dans cette vidéo d'introduction au projet global sur terrorisme, traumatisme et médias. Bien sûr que les médias vont jouer sur la corde émotionnelle, mais dans quel sens? Sur celui de la tristesse, de la peur? Qu'est-ce que cela vient jouer en nous? Pourquoi parfois nous n'arrivons même pas à couper court à ce qui dépasse clairement notre propre limite? Aujourd'hui, il existe ce que l'on appelle des EMI, pour éducation aux médias et à l'information. Et cela permet véritablement de donner des possibilités de distanciation non négligeables avec les propos et images diffusées dans les médias. C'est véritablement un outil primordial qui devrait être proposé à tout le monde pour remettre un peu de sens dans ce qui est avant tout porté sur du sensationnel. Les médias ont donc cette qualité presque inconsciente qui est que notre limite personnelle n'est pas respectée. Si l'on se réfère à certaines diffusions de certaines chaînes télévisées, on peut aussi se rendre compte que parfois même la limite sociale est dépassée. C'est un réel effet pervers, puisque passé un certain point, nous pouvons tout à fait avoir une attitude active de recherche d'images ou de contenu supplémentaire, d'en savoir plus, de ressentir plus, d'en voir toujours plus. Cette limite qui nous est propre, nous devons arriver à la garder en tête, non pas pour des raisons de bien-pensance ou autres, mais pour préserver notre intégrité psychique personnelle. Nous avons un savoir inconscient qui sait ce que nous pouvons supporter, penser et symboliser. Mais au-delà de ce point, nul ne peut savoir quelles seront les conséquences que cela aura sur notre psychisme. Le discours médiatique peut parfois être porteur de surstigmatisation pour les victimes, ou au contraire minimisé comme cela a été le cas en parlant d'attentats ratés pour les attentats du Stade de France, alors que de nombreuses personnes sont encore endeuillées ou traumatisées par ce qu'elles ont vu et vécu de très près. Comme l'a dit un enquêteur de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, c'est triste à dire, mais vu ce qui s'est passé après ce soir-là, le Stade de France est devenu anecdotique, une petite histoire. La question du non-respect du deuil, déjà, et de la reconstruction psychique, d'autre part, ne sont absolument pas respectées par le système de consommation médiatique. Nous avons affaire à une course de sensationnel qui dépasse souvent largement le cadre de nos capacités psychiques, ou de celle des victimes. Mais la question ne se pose pas qu'en termes de journalisme et médias traditionnels, loin de là. Les images, les mots les plus durs sont largement ceux émanant des réseaux sociaux et des plateformes de partage vidéo. L'aspect en temps réel de ces médias-là est certainement le plus négatif en ce qui concerne le fait de tomber sur de telles images ou récits. Le temps qu'une vidéo soit signalée par exemple pour son contenu trop explicite ou irrespectueux des victimes et de leur famille, la vidéo sera déjà vue des centaines de milliers de fois et parfois même relayée sur d'autres plateformes où il faudra encore du temps pour les repérer et les supprimer. Ce sont les adolescents qui sont en première ligne, les parents sont beaucoup moins réactifs et continuent à puiser leurs informations sur les médias traditionnels sans se soucier de ce que leurs enfants sont en mesure de voir directement dans leur mobile. Du coup, nous sommes obligés de nous dire que c'est à nous de travailler en temps réel justement sur ce type de contenu. En signalant ces contenus, nous protégeons surtout la santé psychique de jeunes et moins jeunes qui ne peuvent pas savoir à l'avance les conséquences que ça aura sur leur psychisme. Les vidéos et photos de la tuerie de Nice, par exemple, n'ont pas pu être toutes retirées. Les chaînes d'infos, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope et bien d'autres représentent une masse considérable d'informations, parfois inappropriées, qui sont vues, lues, transférés et stockés. Chez Facebook comme chez Google, les équipes se relayent toutes les nuits succédant des attentats pour faire disparaître les contenus violents, mais malgré ces efforts, le contrôle des images reste limité. Cela répond bien évidemment à des pulsions de voyeurisme, mais aussi je pense que nous sommes toujours appelés par ce qui rend compte de la question de la mort et la fascination que nous éprouvons naturellement pour ces personnes qui semblent hors de nos lois, hors de nos limites, ne se limitent pas aux terroristes. Toutes les grandes figures de la barbarie peuvent nous fasciner. Comme le disait un journaliste français à l'encontre de personnes publiant des images irrespectueuses et choquantes, j'ai un scoop, on peut critiquer l'état d'urgence sans mettre en ligne des vidéos horribles sans aucun intérêt éditorial. L'aspect consommation de l'information ne peut que très difficilement aller dans le sens de nos besoins de résilience suite à un traumatisme de grande envergure. Ce sont des mécanismes en opposition, l'expansion rapide et de masse de l'horreur avec la lente reconstruction psychique subjective. À notre échelle, nous pouvons également être réfléchis dans notre façon de partager notre émotion. Que celle-ci, si elle doit avoir lieu, soit dans le respect de soi et d'autrui. Cela peut avoir une réelle fonction, une utilité positive pour notre entourage, voire notre société. Dans ce cas, tâchons de mesurer le fond et la forme à donner en plus du média sur lequel nous nous exposons, car suivant le média choisi, nos partages seront plus ou moins soumis à des réponses respectueuses ou non de notre intimité. Lors de cette vidéo, nous avons approché certains concepts et si vous souhaitez les aborder plus spécifiquement, vous pouvez vous rendre sur les vidéos que je vous mets ici. Donc si ces points vous intéressent, vous pouvez tout à fait cliquer pour aller plus loin dans la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.